2023 a marqué le retour de nos équipes du musée avec la collaboration donc, du Centre Camille Jullian et de l'INRAP dans le Rhône, sachant qu'on n'était plus intervenu dans le Rhône depuis 2014. Pourquoi une aussi longue absence dans le Rhône? Tout simplement parce qu'après la fouille et le relevage du chaland Arleron 3 en 2011, on a eu énormément de travail pour étudier le bateau, le restaurer, le présenter dans les collections. Et si vous vous souvenez bien, avec le bateau, on a sorti des milliers d'objets archéologiques qui sont pour une petite partie présentés dans les collections permanentes, en grande partie encore dans nos réserves. Et ce sont des objets qui sont en partie étudiés, mais encore en cours d'étude. Et puis, on avait aussi des réserves archéologiques qui étaient engorgées, et il a fallu aussi construire de nouvelles réserves avant de pouvoir revenir dans le Rhône et à nouveau sortir du matériel. Et il y a en 2023, c'est sous l'impulsion de notre élu à l'archéologie au conseil départemental des Bouches-du-Rhône qu'on a eu effectivement l'impulsion pour retourner dans le Rhône et recommencer des opérations archéologiques. Donc l'opération de 2023 s'est appelée On the Rhône Again. Et l'objet de cette première campagne, comme on avait terminé la fouille de l'épave Arleron 3, on était revenu dans le Rhône en 2014 pour la fouille rapide d'une autre épave d'un chaland gallo-romain qui s'appelle Arleron 5. Donc tous les noms qu'on va donner, Arleron 7, 8, etc., sont des noms de codes archéologiques qui correspondent à la première, deuxième, etc., épave découverte dans le Rhône à Arles. Donc il y a 2 ans, on s'est dit que, pour savoir sur quel programme de recherche repartir dans le Rhône, puisqu'on intervient dans le cadre de fouilles programmées, donc qui correspondent à des objectifs scientifiques, on s'est dit on va faire un état des lieux, donc une année zéro, on va faire un constat d'état et on va revenir sur un certain nombre d'épaves qui avaient été découvertes il y a une dizaine d'années dans le Rhône par les équipes de Luclon. Donc Luclon, qui était conservateur au DRASM, le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, et qui a conduit des campagnes de cartes archéologiques pendant une trentaine d'années, depuis la fin des années 80. Et un certain nombre de ces épaves ont été découvertes, mais jamais fouillées. Donc, on a voulu revenir sur un certain nombre de ces épaves, 5 pour être précise, qui nous intéressaient, voir si elles étaient toujours en place, dans quel état, donc constat d'état, et en refaire une expertise scientifique qui nous permettra ensuite d'établir un programme de recherche sur la durée. Ces épaves, donc on les a toutes retrouvées il y a 2 ans, très rapidement. Elles sont très proches de la berge, toutes en rive droite et situées entre 3 et 9 mètres de profondeur. Au terme de cette opération, il y a 2 ans, on a pu conduire ces expertises, faire un bilan et voir, c'est ce qu'on voit ici, ce sont ce qu'on appelle des orthophotos qui ont été réalisées à partir de photogrammétrie, donc une technique de relevé photographique qui a été réalisée pour la première fois dans le Rhône grâce à des capteurs d'appareils photo qui se sont sensiblement améliorés ces 10 dernières années. Et ça nous a permis de faire la documentation d'une partie de ces épaves ouvertes et de voir qu'on avait affaire à 3 types d'épaves différentes. Le premier, un type de bateau à fond plat, de construction maritime, donc complètement différent que l'épave qu'on a dans le musée, sur laquelle je reviendrai. Ensuite, un navire maritime, ici le numéro 13, et une petite barque, la numéro 15. Donc à partir de là, on avait les idées très claires pour se dire, on va commencer en 2024 par la fouille de la petite barque Arleron 5, tout simplement parce qu'elle est petite, rapide à fouiller, mais qu'elle est aussi dans une zone, on le reverra, proche de pieux d'appontement où des péniches peuvent s'amarrer et qui peuvent la mettre aussi en péril à cause du passage des péniches. Donc ça, c'est ce qu'on a réalisé il y a 2 ans. Et donc l'année dernière, il nous restait tout ça à fouiller, sachant que la longueur du bateau, c'est 5 mètres. Donc ici, un dessin. Et en parallèle de cette fouille programmée, on avait prévu de faire des prospections et des sondages dans le secteur de l'épave pour mieux étudier le contexte portuaire, ce qu'on appelle le dépotoir, puisque la vie du port, c'est aussi du rejet d'objets cassés, d'objets arrivés à bon port comme les amphores qui vont être jetés dans le Rhône. Vous avez ici en coupe le chaland Arleron 3 et vous voyez ici les couches qui sont remplies d'un matériel archéologique extrêmement dense.
Ces recherches, ces opérations s'inscrivent dans ce qu'on appelle un projet collectif de recherche qui est validé par le ministère de la Culture, qui s'intitule Le Rhône antique dans la traversée d'Arles et qui a pour objectif la fouille exhaustive des épaves et surtout à terme une meilleure connaissance du complexe portuaire d'Arles à l'époque romaine. Donc ce projet collectif de recherche est également dirigé par tous les quatre, David, Pierre, Alex et moi-même. Donc l'année dernière, ça c'était l'état du Rhône il y a 2 ans, non, en 2023 quand on est intervenu. En 2024, voici l'état du Rhône. On avait prévu de fouiller en juillet et au printemps, il y a eu plusieurs crues consécutives qui fait qu'en juillet, le Rhône était impraticable. Du coup, on a reporté notre opération à l'automne 2024 et voici l'état du Rhône à cette période. Donc 2024, année blanche. Mais pour le Rhône, en tout cas, pas tout à fait blanche pour la cellule subaquatique du musée, puisqu'on a pu se reporter dans l'étang des Aulnes, très proche d'ici, où on a conduit une opération à la recherche d'un avion allié de la Seconde Guerre mondiale, dont les résultats ont été présentés au cours d'une conférence cette année et qui sera sans doute aussi reproposée possiblement dans les années qui viennent. La seule opération qu'on a pu faire l'année dernière a été faite à terre. Donc, on est dans donc le musée est là. La zone, alors les pieux d'appontement, ça s'appelle des ducs d'Albe, du nom du duc, monsieur d'Albe, qui a inventé ces pieux. Et on a la petite épave dont je vous ai parlé, Arleronde 5, qui est ici. Et en regard de l'épave à terre, on est allé du côté des papeteries Étienne faire un carottage profond de 20 mètres, d'une profondeur de 20 mètres, l'objectif étant d'essayer de trouver la zone de la berge antique. On reviendra sur les carottages plus tard. Et donc cette année, l'année dernière, en 2025, on est reparti sur une mission archéologique au sein de laquelle nous avons effectué 3 opérations que nous allons vous présenter avec Alex. Bonsoir. Alors effectivement, 2025, on a eu bien fait de persévérer, puisque sur cette mission qui a été conduite entre fin août et début octobre, on a pu effectivement réaliser donc trois opérations au sein d'une même mission, 3 opérations qui ont bien sûr des objectifs scientifiques un petit peu différents. Je mets un peu plus près que vous entendiez. La première opération, c'est une fouille, celle qui était prévue en 2024, donc sur l'épave Arleronde 15, sous la direction de Pierre Poveda, du CNRS, dont Sabrina a déjà cité le nom. La seconde, à nouveau dans cette zone des Ducs d'Albe, c'est une prospection sondage dans la zone autour de cette épave qui devait être fouillée. Et enfin, la troisième et non des moindres, c'était la première année de fouille programmée sur une autre épave, Arleronde 7, qui avait été vue en 2023, mais qui n'avait pas encore été explorée en profondeur, si j'ose dire. Cette mission donc a bénéficié de moyens logistiques d'une équipe assez variée, tant du point de vue des profils scientifiques que des institutions, puisque outre le conseil départemental et la cellule plongée du musée, on a bénéficié du soutien du DRASM, dont l'embarcation semi-rigide est présentée à gauche. On a en haut à droite le bateau du conseil départemental et vous avez en bas à droite un appareil photo donc, qui a été financé grâce au soutien de la fondation DARPAMED. L'équipe a aussi bénéficié donc, de l'apport logistique, technique et scientifique du Centre Camille Julien à Aix-en-Provence et de l'INRAP. Le tout ne se concentrait pas que sur des moyens nautiques, puisqu'on a également une base de vie à terre qui nous permet, donc, entre 2 plongées, puisqu'on réalise par plongeur 1 à 2 plongées par jour, nous permet de traiter toute la donnée qui est produite en continu. L'équipe de fouille comprend donc des personnes qui viennent de différents horizons. Alors, outre les institutions qu'on a déjà citées, on a bénéficié aussi de la venue de collègues venus d'un petit peu plus loin, notamment de la métropole de Nice ou du musée de la Marine, et également de la société Ipso Facto avec qui on travaille, qui est basée sur Marseille. Et il faut aussi compter non pas que les gens qui sont sous l'eau, mais toute l'équipe du musée, que ce soit les archéologues, les conservateurs ou les cellules de médiation et de communication qui sont avec nous tous les jours et qui fournissent un très gros travail sans lequel tout ça ne pourrait pas être connu et diffusé. Donc le Rhône, sur 6 semaines, du 25 août au 3 octobre, on a bénéficié de conditions de plongée relativement bonnes en termes de conditions de travail sous l'eau. On a perdu
que, j'allais dire, donc 5,5 jours de plongée, ce qui représente une petite semaine perdue sur les 6, qui est une bonne... qui est quand même une bonne année, surtout quand on voit la météo de 2024, avec une visibilité quand même assez réduite, 20 cm. C'est toujours assez compliqué d'intervenir dans le fleuve, même si on finit par s'habituer. Et vous le voyez en bas à gauche, une photo de la couleur depuis l'extérieur, qui est entre la boue et le Nesquik, mais qui permet quand même, avec un petit peu d'habitude et d'équipement, d'intervenir. Vous avez en bas à droite un archéologue en train de fouiller. Vous voyez, on arrive quand même à bien le distinguer quand on a un petit peu de lumière. On travaille avec des moyens logistiques et techniques et en sécurité, puisque vous avez là une des opérations primordiales qu'on réalise tous les matins. C'est le balisage de notre zone de plongée, qui nous permet d'intervenir en toute sécurité, notamment dans la zone des Ducs d'Albe où une péniche est stationnée, qui nous a permis, dans ce secteur-là, de fouiller Arleron 15. Alors, la fouille de l'épave Arleron 15, donc elle s'est déroulée cette année sous la direction de Pierre Poveda, donc toujours en codirection avec tous les trois, comme vous l'avez compris. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que cette année, il nous restait en gros tout l'intérieur de l'épave, puisqu'on a les deux extrémités qui avaient été dégagées en 2023. Donc la première opération, elle a consisté donc au tout début, fin août, on avait encore des conditions de visibilité assez bonnes. Quand on travaille sur un site, on va faire toute une série de prélèvements à des fins d'analyse qu'on appelle de type archéométrique, qui vont être réalisés par des collègues spécifiques, oui. Ici, par exemple, vous avez des prélèvements de petites carottes, c'est-à-dire la couche qui restait à dégager, c'est une couche d'argile assez épaisse dans laquelle vont être piégés. C'est une couche vierge de tout matériel. C'est un bateau, on va le voir, qui ne transportait pas de cargaison. Mais dans la couche d'argile vierge de matériel archéologique, on peut retrouver des pollens piégés. On peut retrouver des indications sur le dépôt du fleuve et qui peuvent nous donner donc des informations sur le contexte dans lequel le bateau a été abandonné ou a fait naufrage. Donc là, toute une série de petites carottes. On a un croquis ici et ces petites carottes, c'est les numéros jaunes qu'on reporte ici. On a fait aussi toute une série. Alors, je disais qu'on n'a pas trouvé de mobilier, c'est faux. On a 4-5 éléments, c'est des petits tessons, pas grand-chose, mais qui pourront peut-être nous aider à préciser la datation de ce bateau, sachant que pour l'instant, il est daté du milieu du 1er siècle de notre ère, grâce à une datation au radiocarbone qui a été faite il y a quelques années, plus également un petit tesson retrouvé il y a 2 ans. Et les derniers prélèvements organiques qu'on a faits, c'est ceux qui sont en rose. Ce sont des éléments d'enduit d'étanchéité, de poids qui étaient contre le bateau et des petites brindilles de calage. Et donc, on a fait des prélèvements qui vont être envoyés pour des analyses notamment polliniques pour essayer de trouver si on a des pollens piégés. Et c'est très important, très intéressant les données qui peuvent être effectuées, puisque par exemple sur Arleron 3, ces analyses polliniques, ça a permis de mettre en évidence des pollens d'olivier qui ont permis de montrer que le bateau avait été construit dans une zone de la section inférieure du Rhône. On peut trouver également, par exemple, sur Arleron 3, on avait trouvé des champignons qui se fixent sur les déjections animales d'herbivores, moutons ou chèvres, qui prouvent qu'à un moment donné, le chaland qui est exposé au musée a transporté des animaux vivants. Donc bref, avec tous ces prélèvements, on peut obtenir énormément d'informations. Donc une fois qu'on a effectué ces prélèvements, on a fini donc de dégager la couche d'argile épaisse du bateau qu'on a fouillé comme à terre avec une truelle. Et cet instrument, c'est un aspirateur à sédiments qui permet d'aspirer les sédiments et de les recracher en arrière dans le courant du fleuve. Donc là, vous voyez les structures de la coque qui apparaissent. Ici, donc, toujours un petit aspirateur et on termine le nettoyage du bateau avec des brosses de façon très fine. En archéologie, à terre comme sous l'eau, on fait toujours en sorte d'avoir des vestiges archéologiques très très propres, non seulement pour pouvoir les lire, mais aussi pour pouvoir les documenter. Au passage, je souligne la photo de Jonas Forchini qui est dans la salle et qui fait partie de nos 2 photographes, Jonas et Lionel, qui font un travail remarquable, puisque je crois que par rapport à ce qu'a dit Alex, je crois qu'on n'a pas la même
notion des bonnes conditions de travail. Cette année, moi, je trouve que ça a été particulièrement difficile. On a eu une très mauvaise visibilité. Ça a considérablement ralenti notre travail de fouille et de documentation. Et je crois que pour les photographes, ça a été aussi très difficile de sortir de bonnes photos. Donc, il faut aussi saluer leur travail. Donc sous l'eau, tout un travail de documentation. En fait, sous l'eau, ce sont les mêmes méthodes qu'à terre en archéologie. On va simplement changer, adapter nos outils. Donc là, on a une planchette sur laquelle on colle un calque synthétique et on écrit au crayon gris, on prend des mesures, on fait des observations. Donc c'est le même travail d'archéo. Ici, une orthophoto réalisée donc à partir de la photogrammétrie dont je vous parlais, avec donc la coque entièrement dégagée. Et tout ce que vous voyez en jaune, ce sont des petites étiquettes qui nomment les différentes structures du bateau. Donc, par exemple, ici, la quille, ici, des membrures. Et les petits points blancs, ce sont des punaises blanches qui marquent les chevilles d'assemblage du bateau, qui est assemblé par Tenon et Mortez, et qui nous permet donc d'avoir des repères ici sur cette documentation. Donc, ce qu'on voit sur cette image, c'est que le bateau, il est extrêmement bien conservé d'une extrémité à l'autre. Il y a une petite partie ici qui est fracturée. Mais hop, voilà, vous allez voir ici donc une photogrammétrie qui a été effectuée, sachant qu'ici, la vision, on va dire qu'on a, on l'a jamais sous l'eau. On voit jamais le bateau d'un seul tenant. On voit vraiment on le voit peut-être des morceaux de 20 cm² par 20 cm². Donc vous voyez que c'est un bateau qui a une quille. Ici, on a une emplanture avec le trou qui devait recevoir un mât. Ici, ce qu'on appelle un vaigrage, donc un plancher de cale. Et on va s'approcher de cette extrémité. Donc ce bateau a la particularité d'être fermé par un tableau d'extrémité. Je reviendrai dessus juste après. Donc voilà en planimétrie ce que ça donne. Ici, donc la dernière planche reçue là, juste 3 quarts d'heure avant la conférence, ce sont en couleur les essences de bois. On a prélevé, chaque pièce a fait l'objet d'un prélèvement pour être analysée par une archéodendrologue qui s'appelle Alba Ferreira, qui fait partie de la société Ipso Facto et qui détermine toutes les essences de bois utilisées pour la construction. Donc vous voyez, on a vraiment un patchwork de bois utilisé entre des essences résineuses, des essences feuillues. Maintenant, on va mieux exploiter, on va dire, ces données pour voir si ces essences sont bien adaptées à leur fonction. Et ça peut nous donner aussi des indications sur les zones de provenance des bois et du coup la zone de construction du bateau. Donc là c'est tout frais, on n'a pas encore exploité ces données. Ici vous avez ce qu'on appelle des coupes transversales, donc vous avez le bateau en coupe longitudinale et vous voyez donc la quille et le tableau d'extrémité qu'on voit ici sur ce dessin que j'ai inversé là pour qu'on puisse voir le tableau, qui correspond à un type de bateau qu'on connaît par l'iconographie antique, ici donc sur des mosaïques, et qui s'appelle Oreia. Et ce type de bateau, ce sont des petites barques qui peuvent être des barques de pêche ou des barques des annexes de gros bateaux maritimes. Ça peut être aussi des barques de servitude portuaire. Et ils ont la particularité, ces barques, de pouvoir être manœuvrées soit depuis le tableau, et à ce moment-là, le tableau est à l'arrière, soit depuis l'autre extrémité, et à ce moment-là, le tableau est à l'avant. C'est un type de bateau qu'on appelle amphidrome. Et de fait, l'emplanture de mât est située vraiment au centre du bateau. On a également des vestiges archéologiques de ce type de bateau qui ont été trouvés à Toulon, mais aussi à Naples. Mais on a la chance, avec des vestiges conservés dans le Rhône, vous avez vu, le bois est extrêmement bien conservé, ça va nous apporter des informations complémentaires à ces vestiges fouillés par ailleurs par d'autres collègues à terre. En parallèle donc de la fouille de cette barque, on a procédé à des carottages sous l'eau que Alex va vous expliquer. Alors oui, effectivement, outre le bateau qui est intéressant en lui-même, on s'est intéressé à son contexte, au contexte, c'est-à-dire dans l'environnement dans lequel il a été perdu, abandonné ou qu'il a échoué, ça on le déterminera plus tard. Les carottages, en fait, c'est un prélèvement de sédiments au moyen d'un carottier. La difficulté, contrairement à ce qui se passe à terre et que vous voyez peut-être en amont des chantiers BTP lorsque vous passez en voiture, c'est que là, il fallait les réaliser sous l'eau, donc avec du matériel un petit peu différent et dans des conditions de courant, de visibilité compliquées en fonction des jours. Donc là, ce que vous voyez en fait finalement depuis la surface, comme si vous étiez au bord du Rhône avec nous, c'est notre plateforme de travail à partir de laquelle on est venu implanter des tubes de force avec un carottier pour venir prélever des tubes de sédiments. Alors c'est
c'est une procédure qui n'est pas forcément habituelle, hein, mais qu'on a réussi à mettre en œuvre malgré les conditions et qui s'est révélée efficace et qui a fonctionné puisqu'on a effectivement pu réaliser ces carottages. Alors, aux 4 points en fait autour de l'épave, hein, de chaque côté, avant, arrière et à gauche et à droite, de façon à vraiment avoir une information sur le contexte intégral dans lequel l'épave se situe. Donc, ces carottes sont extraites. Ensuite, on va venir prélever des sédiments dans ces carottes, hein, sédiments qui vont ensuite être analysés par une personne dont c'est la spécialité. Et c'est la société ipso facto, hein, Nicolas Carayon, qui va s'en charger pour ce qui est de ces prélèvements-là. Bien sûr, ces carottages sont replacés dans l'espace, hein, donc en X, Y, Z, hein, c'est-à-dire en latitude, longitude et hauteur, de façon à ce que l'analyse des sédiments puisse vraiment être corrélée à l'endroit où sont pris les sédiments et donc puisse nous fournir une information spatialisée avec un objectif dans ce secteur qui est d'essayer de déterminer où se trouvait la berge durant l'Antiquité et donc essayer de comprendre si ce bateau s'est retrouvé là sur le bord du Rhône ou est-ce qu'il a été perdu au milieu de son lit, par exemple. C'est une information qui nous intéresse du point de vue archéologique et qu'on n'a pas encore forcément. Hein. Le Rhône n'est plus dans son aspect antique, hein. Il a beaucoup évolué, été canalisé et les berges ont subi des réfections. Donc c'est une information qu'on n'a pas encore et qui nous est important d'avoir pour étudier tout le secteur du Rhône dans la traversée d'Arles, en fait. Outre ces carottages, une autre campagne qui a été menée autour de la zone d'Arles-Rhône 15, c'est une campagne de prospection et de sondage. Donc prospection et sondage, deux techniques qui sont employées dans l'archéologie, y compris terrestre, qui ont deux objectifs qui sont différents. La prospection, c'est une manière d'avoir des informations dans un secteur à la surface du sédiment, c'est-à-dire qu'on va venir regarder la surface du sédiment pour essayer de déterminer si des vestiges sont visibles, s'ils sont conservés à la surface. Le sondage, c'est une manière d'aller vérifier en profondeur et non pas en surface du sédiment ce qui est conservé donc sous le sédiment, ici sous les sédiments du Rhône, pour essayer d'en tirer une information archéologique de chronologie ou d'accumulation de sédiments. La prospection cette année, elle a bénéficié alors de conditions de visibilité effectivement pas forcément extraordinaires sur la totalité de la campagne. Elle a néanmoins pu être menée autour des points que vous voyez là. Alors, j'ai le pointeur normalement qui s'affiche. Donc, on a ici à Arles-Rhône 15 et les 4 points sont les 4 carottages qui ont été effectués. Et nous, on est venu prospecter ici, donc autour de ces points là qui sont placés sur la photo, avec une difficulté, je pense que vous le voyez assez facilement visuellement, c'est cette énorme péniche qui est au milieu et qui nous bloque un petit peu la lumière sous l'eau et qui rend pas forcément très très évidente les plongées dans ce secteur. Et c'est également un challenge en termes de sécurité, hein, puisque c'est pas forcément pratique d'avoir un bateau au-dessus de soi qui ne peut pas bouger et autour duquel on doit évoluer. Les points de repère de la prospection sont replacés ici, non pas sur une photo aérienne, mais sur un fond très coloré. Ça flash un peu, je suis désolé avec la projection. Le fond que vous voyez dessous, en fait, c'est le relief du fond du Rhône. C'est une bathymétrie qui a été réalisée, on va en parler un petit peu à la fin, et sur laquelle on a replacé ces différents points autour desquels on est venu prospecter. La prospection, ce n'est pas une méthode très compliquée, hein. En fait, c'est un plongeur, ou deux plongeurs plutôt, quand ils arrivent à se voir, qui vont évoluer dans un couloir qui est matérialisé par des bouts, hein, donc des ficelles colorées. Et les plongeurs vont venir comme ça circuler de manière logique, hein, et à peu près uniforme en déplacement, de façon à venir regarder la totalité du fond. Alors, regarder la totalité du fond, c'est quand même un vieux pieu, hein. Il faut savoir que effectivement le fond du Rhône évolue en fonction des crues, des courants et du déplacement du sédiment. Donc, c'est une vision par un opérateur humain, par un plongeur, d'un état du Rhône à ce moment-là, au moment de la prospection. C'est forcément, en fonction des conditions de visibilité, la prospection elle va être plus ou moins longue, puisque vous l'avez vu, hein, sur les photos qu'on a montrées précédemment, avec 20 cm de vision devant soi, ça nécessite pour le plongeur d'avoir vraiment les yeux rivés sur le fond et de faire de tout petits déplacements pour essayer de ne pas échapper les choses qui pourraient être conservées. Les résultats de cette prospection, alors les résultats synthétiques, hein, qui sont présentés ici, c'est en fait dans ce secteur la découverte ou la redécouverte de plusieurs éléments en bois, hein, notamment de grands madriers qui sont présentés ici. Il y en a un là, un second ici,
un troisième un petit peu plus loin qu'on n'a pas vraiment vu mais qu'on devine là, dont on va parler après, des madriers, de grandes pièces de bois qui sont peut-être liées à la réfection des berges. Et aussi, on a pu identifier un certain nombre de fragments de céramique dans des états de conservation variés. Et la totalité de ces données, au fur et à mesure des prospections qui sont réalisées, vont nous permettre d'avoir une vision d'ensemble dans ce secteur du Rhône, du mobilier archéologique, donc des morceaux de céramique et autres objets qui sont conservés à cet endroit, donc qui va nous permettre, in fine, d'avoir une interprétation globale de cet espace. On n'y est pas encore cette année, mais on va bientôt y venir. Donc la première chose, ce sont des madriers. Donc quand je dis des madriers, pour être plus clair, donc c'est une grande pièce de bois entre 18 et 20 mètres de long. Hein, donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut pas rater sur le fond, qui est très massif, hein, avec des sections, c'est-à-dire des dimensions largeur-hauteur qui sont d'environ une quarantaine de centimètres, pour lesquels on a réalisé des prélèvements qui vont être analysés en vue d'avoir une datation. On ne sait pas encore si ces éléments sont des éléments antiques ou s'ils sont un petit peu plus récents. Et ce qui est intéressant en fonction de leur datation, c'est d'essayer de déterminer pourquoi ils sont à cet endroit-là. Est-ce que ça provient de structures, de constructions en amont qui ont été détruites par l'érosion et qui sont venues se perdre ici, ou est-ce qu'on est dans ce secteur-là, dans une partie du Rhône qui a été peut-être plus ou moins aménagée à une période ou à une autre? C'est des questions qui sont encore ouvertes, hein, et qui vont devoir trouver des réponses, on l'espère, dans les années à venir. Au niveau du mobilier conservé sur le fond, alors c'est deux photos qui sont les plus spectaculaires, hein, c'est normal pour vous les présenter. Bon, on trouve du mobilier varié, alors que ce soit des amphores, hein, de grands contenants qui sont dans des états de conservation variés, hein, que ce soit fragmentaires ou quasi complète comme ce que vous voyez là, ou du mobilier plus petit, vous le voyez à droite, hein, plus petit que la taille de la main d'un plongeur, qui sont relativement difficiles à repérer sur le fond et qu'on va venir documenter donc par des photographies, des croquis et un relevé GPS. En complément de cette prospection, on est venu réaliser un sondage proche de la zone d'Arles-Rondes 15. L'objectif de ce sondage, je vous l'ai dit, c'était d'essayer d'avoir non pas une vision sur la surface du sédiment, mais une vision en hauteur dans le sédiment de ce qui était éventuellement conservé et qu'on ne voyait pas. Avec un objectif quand même scientifique derrière à long terme, c'est d'essayer de déterminer dans ce secteur du Rhône quelle peut être la nature, alors en chronologie surtout, mais aussi en étendue, du dépotoir portuaire fluvial d'Arles durant l'Antiquité. Ce sondage, hein, il donne lieu, comme dans toute opération archéologique, à un certain nombre de relevés. Vous avez la coupe qui a été levée par les plongeurs à droite, hein, et qui vous montre un petit peu en fait ce qu'on voit sous le sable. Alors on a à la surface du sédiment un grand nombre ici de rochers, hein, qui sont conservés, qui sont pris sur la surface, donc ils ont été déplacés. Et ensuite on a plusieurs unités stratigraphiques, hein, c'est-à-dire plusieurs couches de sédiments d'époques différentes, dans lesquelles on va retrouver des concentrations de céramique, notamment d'amphores en très grande concentration, qu'on va venir étudier ensuite pour essayer de déterminer des datations et arriver à comprendre quand ces unités se sont constituées. Donc on peut trouver du mobilier varié, outre les amphores. Ce calice en fer, donc, qui est un objet un petit peu moins commun que les amphores, hein. Donc vous le voyez ici, qui est complet au sens archéologique, hein. On peut en restituer la forme et les dimensions, même s'il n'est effectivement pas entièrement conservé. C'est un objet donc, qui est en fer, je l'ai dit, et qui est encore en cours d'étude, pour lequel on a déjà commencé à réaliser quelques analyses un petit peu approfondies, notamment des radiographies qui avaient pour objectif de comprendre comment cet objet était fabriqué, quels assemblages ont été mis en œuvre. Au niveau de la corrosion, bon, mais vous l'avez vu sur la photographie, oui, effectivement, il était corrodé, même si dans un état de conservation quand même assez intéressant. Et on a réalisé un tout petit prélèvement de fragments afin d'identifier les éléments chimiques, hein, éléments qui ont été analysés par la société Acoros, et qui nous donnent comme résultat aucun alliage, en fait, hein. L'objet est entièrement en fer, ce qui est une signature chimique qui nous permet de dater cet objet plutôt de l'Antiquité. Voilà. Bon, c'est à la fois l'analyse du matériau, mais aussi le type d'assemblage qui permet d'être quand même assez sûr de ce résultat. La totalité de ce mobilier, bien sûr, il est pris en charge
sous l'eau. Au moment où on fouille, on va venir en prélever une certaine partie. Et on a la chance au musée d'avoir une restauratrice qui plonge aussi, donc qui est présente avec nous sous l'eau et qui peut comme ça conduire le prélèvement des objets dans de bonnes conditions. Vous avez ici en haut à gauche, je pense que c'est une amphore quasi complète qui a été prélevée, avec l'enjeu forcément, c'est de ne pas l'abîmer plus qu'elle ne l'est déjà. On a aussi le reste du mobilier plus fragmentaire qui est prélevé sous forme de caisse. Vous voyez à droite, les plongeurs ont remonté une caisse qui est amenée sur le bateau et qui ensuite va être traitée, donc nettoyée. On va venir nettoyer, consolider si besoin et venir conditionner ce matériel pour qu'il puisse ensuite être étudié correctement. Cette opération, cette opération de prospection de sondage, même si d'autres doivent venir compléter les résultats, permet déjà, alors je ne sais pas si ça se voit bien, on est au petit point rouge ici. Voilà, dans ce secteur-là. Je pense que vous reconnaissez à petit peu près le musée qui doit se trouver là. Donc on est juste en face. Et vous reconnaissez ici la ville d'Arles. On est très en aval de la ville antique d'Arles. Et pourtant, on a encore du mobilier et des bateaux. Vous l'avez vu avec la présentation de Sabrina. Donc on se demande, c'est des questions, c'est les premières hypothèses de travail, si on n'est pas là, en aval de la ville, dans une zone de stationnement du port d'Arles, dans lequel on est venu stationner des bateaux, dans lequel on a peut-être une zone d'attente. Et c'est une hypothèse qui, pour l'instant, est étayée aussi par la découverte. Je crois que peut-être ceux qui ont la chance de suivre David Jaoui au cours de ses aventures en ont déjà entendu parler. Mais la découverte de conserves qui étaient utilisées à bord par les marins, qui nous permet de dire qu'on est peut-être là dans une zone un petit peu plus technique et pas forcément commerciale du port. Le sondage, outre le mobilier céramique et ce calice en fer, a livré un élément d'architecture navale, donc une varangue, une pièce de bateau, qui ici, vous le voyez, a été prélevée pour être étudiée. C'est une grande pièce de bois qui mesure, je crois, 2 mètres de long et qui est en fait une des membrures d'un navire qui n'est pas entièrement conservé. Et qui, lorsqu'on en restitue les dimensions complètes, vous voyez ici donc la varangue, elle est cassée en deux à ce niveau-là, et c'est cette pièce-là du bateau. Voilà, c'est un petit peu plus clair peut-être. Donc c'est une pièce qui a été photogrammétrée, c'est-à-dire qu'on a fait des photos pour en faire le relevé ici, recto verso. On est venu en étudier les assemblages. C'est une pièce qui est assemblée au moyen de gournables, c'est-à-dire de chevilles en bois, pas de clous, sur les planches du bateau. Et c'est une pièce qui provient probablement d'un bateau maritime, donc qui naviguait en mer, pas d'un bateau fluvial, qui pouvait mesurer une 20aine de mètres de long. Voilà, donc c'est une découverte intéressante dans le sondage. C'est pas une pièce qui avait été vue en surface, c'est là tout l'intérêt de creuser de temps en temps pour voir ce qui se passe en dessous, et qui là aussi étaye peut-être cette idée de zone dans laquelle on a non pas la zone commerciale à proprement parler du port, mais une zone plutôt de stationnement de bateaux, puisqu'on retrouve à nouveau une pièce de bateau, un bateau supplémentaire. Juste pour compléter ce qu'a dit Alex, ce qui est extrêmement intéressant aussi avec cette découverte, c'est une simple pièce, mais le fait de pouvoir savoir qu'elle appartient à un bateau maritime, ça montre que certains bateaux maritimes pouvaient accéder au port d'Arles. Et jusqu'à présent, si vous vous souvenez, dans la planche que j'ai montrée au début, on connaît un bateau maritime qui s'appelle Arles Ronde 13 et qui fera l'objet de fouilles dans les années futures. Donc ça permet d'alimenter aussi ce corpus avec une diversité des bateaux. Donc après la fouille d'Arles-Rhône 15, les prospections, le sondage, on a également commencé la fouille de l'épave Arles-Rhône 7. Donc première année de fouille, parce qu'il s'agit là d'une grande épave, d'à peu près estimée à 20 mètres de longueur. Donc on est parti a priori sur 3 années de campagne de fouille. Et donc c'était cette première année consacrée à cette épave après l'expertise de 2023. Expertise de 2023 où on avait ouvert une extrémité ici, une partie du flanc, et ici on voit des pièces transversales et le bateau qui se referme. Donc ça correspond là
Ah oui, bon, je reviendrai sur le plan après. Donc ici, on est un peu plus en amont, on est en face du quartier de la Roquette. Donc on a des bateaux qui nous permettent, on le voit ici, d'amener les plongeurs sur site, mais on travaille depuis le quai, les motopompes qui alimentent les suceuses sont installées ici. Donc ça, ce sont des relevés qui ont été faits lors de la découverte et de l'expertise par les équipes de l'UCLON à la fin 2009, aux alentours de l'année 2010. Et donc il y avait cette extrémité sur laquelle on est revenu il y a 2 ans. Vous voyez que le bois ici est très érodé en raison de l'action du courant. Et on a pu voir aussi qu'il y avait une partie qui était visible il y a une dizaine d'années qui a disparu. Donc nous, l'année dernière, on a travaillé là-dessus et sur cette partie-là. Cette année, donc on a recommencé, donc ce que j'ai pas dit sur l'autre épave et qu'on fait à la fin de chaque fouille d'épave, c'est qu'on protège le bois des coques par du tissu géotextile, un tissu neutre qu'on déroule sur les structures, qu'on vient caler avec des sacs de sable, plus des pierres de tout venant autour du Rhône. Et ensuite, le Rhône continue son travail en déposant des sédiments. Et c'est comme ça qu'on procède à la fermeture et à la protection des épaves. Vous voyez ici ce tissu qui est roulé donc pour l'ouverture. Donc ici, vous apercevez une partie du bois, de l'épave ici aussi. Et ce que vous voyez ici, tout ce matériel archéologique, ce n'est pas le chargement du bateau. Il n'appartient pas au bateau, c'est les couches de recouvrement qui appartiennent au dépotoir portuaire, c'est-à-dire la vie du port qui a continué après le naufrage du bateau, constitue au milieu du IIIe siècle de notre ère. Donc la datation va peut-être être affinée cette année avec les études conduites par David sur le mobilier céramique, mais a priori, on est donc 2 siècles plus tard que l'épave précédente. Vous voyez ici un croquis effectué sous l'eau, puisqu'on a travaillé donc sur, je vais revenir là-dessus, on a travaillé sur cette extrémité, l'extrémité opposée. On pourrait imaginer qu'il s'agit de la proue, c'est-à-dire l'avant du bateau, mais il n'y a rien d'évident. Ça peut être tout à fait la poupe. Et tant qu'on n'a pas d'indication plus probante, on continue à dire avant ou arrière, enfin indifféremment. Donc il y a un croquis ici réalisé sous l'eau. Et donc quelques photos pour vous montrer. Alors on a très peu de photos sur cette épave parce que les conditions étaient vraiment encore bien plus mauvaises que sur l'épave précédente. Mais ici vous avez une pièce transversale qu'on appelle un barreau. On a un système de cloison qu'on voit ici, numéroté, qu'on retrouve aussi sur l'épave Arles-Rhône 3. En fait, c'est assez commun sur les bateaux de transport d'avoir des cloisons pour partitionner les espaces pour le chargement. Et on a une pièce ici qui est très intéressante, qui est la pièce de fermeture du bateau, donc sur l'avant ou l'arrière, qui s'appelle une étrave ou un étambot, et qui, normalement, se trouve dans le prolongement de la quille. Sauf que là, pour l'instant, on n'a pas trouvé de quille au bateau, sur l'autre extrémité qu'on a ouvert il y a 3 ans. Pas de quille, un bateau à fond plat. On n'a pas vu non plus de planches plus épaisses que les autres. Et donc ça, ce sera aussi, ça fera partie des recherches futures de mieux déterminer le type du bateau. Donc la partie ouverte il y a 3 ans, et là en septembre, en termes d'orthophoto, c'est tout ce qu'on a réussi à faire. Donc c'est pas génial, justement à cause des mauvaises conditions. Mais vous voyez les pièces transversales dont je parlais, et là l'extrémité. Mais ça a quand même permis à Pierre de pouvoir établir la planimétrie de l'avant du bateau. Donc ce que vous voyez, c'est que on a ouvert, donc on a dégagé ce barreau transversal entièrement. Ici, ce que vous avez, c'est une planche de pont. On a dégagé ici un flanc, donc l'extrémité ici du bateau, et l'intérieur, on n'a rien fouillé. Par contre, on a préparé, on va dire, le terrain au sens premier du terme pour cette année. À savoir que cette partie du bateau était recouverte juste pour arriver à cette surface-là qui se situe au niveau des éléments de bois par jusqu'à 1,50 m de sédiments et de matériel archéologique. Donc c'est ce qu'on appelle des puissances stratigraphiques qui sont énormes, et surtout il faut voir que pour ouvrir une lumière de 4 mètres par 5 mètres, il va falloir ouvrir beaucoup plus grand parce qu'on a un système d'entonnoir et il faut éviter que les couches ne retombent dans la coque,
mais aussi ne soit un danger pour les plongeurs. Donc on doit ouvrir très large pour travailler en sécurité sur un secteur. Donc ça paraît pas beaucoup ce qu'on a fait cette année, mais on a préparé le terrain pour la fouille de septembre et on a tout recouvert en fin de fouille par un tissu géotextile. Donc vous avez ici la planimétrie donc générale. Donc ici, on a une quinzaine de mètres de longueur, ce qui nous permet de restituer un bateau d'à peu près 20 mètres. Les coupes que vous voyez ici, elles ont été faites en 2023. Donc c'est ce que je vous disais, on a un bateau à fond plat, on n'a pas de quille, on n'a pas de planche quille et on a un bateau qui est ouvert et très bas en hauteur, 1,10 m, qui nous fait dire que ce bateau, il était incapable de naviguer en mer. Pourtant, il est de construction maritime, des assemblages par Tenon et Mortaise, chevillés, ça c'est typique de la construction maritime, mais c'est un bateau qui est incapable de naviguer en mer. Donc on l'interprète, à la suite de ce qu'avait déjà proposé Luclon, comme une allège, c'est-à-dire un bateau en charge d'alléger d'autres bateaux. Donc un bateau qui devait sans doute faire des navettes entre Arles et les embouchures du Rhône, Sainte-Marie-de-la-Mer, Fos-sur-Mer, où les plus gros bateaux de mer qui arrivaient chargés et qui ne pouvaient pas remonter le Rhône parce que trop gros, avec un enfoncement dans l'eau trop important. Il faut avoir en tête que les Romains étaient capables de construire des bateaux de 40-50 mètres de longueur et qui avaient une capacité de chargement d'environ 10 000 amphores. Donc clairement, ces bateaux étaient incapables de passer la barre du Rhône, de pénétrer dans l'embouchure du Rhône pour arriver à Arles. Et donc, il fallait des bateaux qui fassent la navette entre ce port fluvio-maritime d'Arles et ses avant-ports pour aller récupérer les cargaisons. Donc l'année prochaine, enfin cette année du coup, en septembre, on se concentrera donc sur cette extrémité pour fouiller l'intérieur. Et ce qu'on a fait également cette année, c'est qu'au-dessus du bateau, donc en préparant la fouille, on a effectué un sondage dans les couches du dépotoir, donc juste là, en connexion avec ce barreau. Et Alex va vous présenter les résultats de ce sondage. Oui, effectivement, le bateau est couvert donc d'une grande quantité de matériel et de sédiments donc en provenance du dépotoir. Et l'enjeu, c'était de comprendre en fait la chronologie, le rythme auquel ce dépotoir s'est constitué au-dessus du bateau. Alors pour ça, on a appliqué la même méthode que pour tout sondage, c'est-à-dire qu'on va venir retirer par couche successives tout le mobilier, les cailloux, le sable qui est présent, avec dans le cadre de la fouille de ce sondage-là, étant donné que le dépotoir avait de grandes chances d'avoir été bien préservé en stratigraphie, la mise en place supplémentaire d'un tapis tamis dont on doit l'idée initiale à Alain Genot du musée, qui a été ensuite amélioré progressivement et qui avait pour objectif de ne laisser passer aucun objet qui pouvait être conservé dans ces unités stratigraphiques, dans ces couches de mobilier. Donc c'est un tapis tamis qui est en métal et qui permet effectivement de laisser le sable le plus fin circuler, mais de garder les éléments les plus lourds, à savoir, alors outre les roches qui ne nous intéressent pas, mais tous les fragments de céramique ou tous les objets en métal qui peuvent être conservés. Et le type d'objet en particulier qui peut être récupéré grâce à ce tapis tamis, ce sont les monnaies qui par nature sont lourdes mais sont aussi très petites, donc qui peuvent échapper à la vigilance quand les conditions de visibilité ne sont pas bonnes. Alors là, en 2025, on a trouvé au total sur la fouille de ce sondage près de 900 monnaies. Alors c'est un chiffre qui peut paraître énorme, mais qui est pas inexplicable, puisqu'en effet on retrouve dans le dépotoir, où que ce soit dans le dépotoir du Rhône, un grand nombre de monnaies qui sont, alors peut-être pour une partie perdues involontairement, mais qui sont aussi sans doute jetées dans le Rhône en guise de chance ou de vœu qu'on fait au fleuve pour avoir une traversée heureuse. Et on a différents types de monnaies comme ça qui sont découvertes pour des périodes qui sont extrêmement variées et des provenances qui sont nombreuses et pas forcément homogènes. On a, par exemple, pour vous donner quelques exemples de certaines qui sont assez bien conservées, donc cet antonien qui est frappé à la fin du IIIe siècle après Jésus-Christ. Donc je vous laisse lire les descriptions en dessous, donc avec
le buste radié de l'empereur. On a aussi un humus de Constantin, hein, donc qui est un petit peu plus tardif, hein, début du 4e après, qui est frappé, je ne crois pas, à Arles, celui-ci. Et on a, c'est le plus souvent, hein, des monnaies comme ça en cuivre, qui ne sont pas des monnaies forcément très précieuses, hein, donc qui sont peut-être jetées comme ça. Et on a, mais c'est extrêmement, extrêmement rare, hein, c'est la seule, je crois, qui a été découverte dans le cadre de nos opérations, cette monnaie en or, hein, qui a été découverte. Donc des centaines de monnaies comme ça qui sont trouvées. Et parmi celles-ci, quand même, cette année, quelque chose d'un petit peu plus, alors j'allais dire extraordinaire au sens qui sort de l'ordinaire, qui sort de l'habitude. C'est un lot assez homogène de 600 monnaies en alliage cuivreux, hein, qu'on qualifie de trésor monétaire, on va en voir la définition après, et qui a la particularité, c'est ça qui est intéressant, ce sont 600 monnaies qui ont été trouvées dans un espace très très réduit, hein, environ 15 cm de diamètre, ça fait 25 cm². Ce qui nous permet d'attribuer ça à un trésor. Alors un trésor au sens de la numismatique, hein, pas un trésor au sens d'une grande valeur monétaire, puisqu'on a au sens numismatique un trésor, ça peut être quatre choses différentes, soit un ensemble de pièces ou d'objets très précieux qui est enfoui volontairement. Et là, vous vous doutez que ce n'est pas le cas, hein. Personne n'est allé enfouir volontairement ces monnaies dans le fleuve pour ne jamais les récupérer. Mais on est plutôt sur un trésor constitué à la suite d'une perte fortuite, hein. C'est-à-dire que quelqu'un a passé une très mauvaise journée et a perdu, une grosse quantité d'argent en une seule fois. Voilà, donc mauvaise journée pour lui, meilleure journée pour nous. Donc là, c'est une jolie découverte, effectivement, hein, puisqu'on a plus de 600 monnaies agglomérées, donc les unes contre les autres, hein, donc vraiment quelque chose de cohérent, hein, pas juste des pièces amoncelées à droite à gauche, qui sont trouvées au même endroit dans le sondage. C'est un petit peu un coup de chance, mais je crois que ça vient après. Non, c'était avant, avec une fourchette, c'est là aussi qui permet de qualifier l'ensemble de trésors. Avec une fourchette, vous voyez, je l'ai remarqué ici, ces monnaies ont été frappées entre 265 et 275, donc dans un temps très très court, hein, elles sont pour la plupart semblables. Donc c'est vraiment un lot cohérent, entier, de monnaie qui a été perdue, avec en complément dans ce lot un petit plomb, enfin un petit cachet et des restes de tissus qui peut-être peuvent nous faire penser que l'ensemble était conservé dans une bourse ou dans un sac, hein, et qui a pu échapper à la vigilance de son propriétaire ou de son gardien qui se retrouvait au fond de l'eau. Donc ces monnaies sont passées entre les mains de nos numismates, hein, pour être étudiées. Elles ont été inventoriées, elles seront restaurées, hein, elles passent par le processus de conservation habituel. Alors, en complément de tout ce qu'on a présenté et qui s'est passé sous l'eau, on a réalisé cette année, et c'est un peu un vœu aussi pour le futur, vous allez le voir, on a réalisé une bathymétrie. Alors une bathymétrie, vous en avez déjà eu un petit aperçu tout à l'heure, c'était le fond très coloré que vous avez vu. Une bathymétrie, c'est une vue acoustique du fond du fleuve. Donc c'est pas quelque chose que vous et moi on pourrait voir directement avec nos yeux, hein. C'est un capteur qui est tiré derrière un bateau et qui va venir récolter de la donnée au fond et qui va nous permettre d'avoir une carte topographique finalement du fond du Rhône. L'objectif de cette bathymétrie pour nous, c'est d'être de moins en moins aveugle au fond de l'eau finalement, et d'avoir, avant même de plonger et sans plonger, une vision à peu près cohérente. Alors c'est pas une vision en couleur, c'est une vision en topographie de ce qui se passe au fond du Rhône, des différentes profondeurs, des éventuelles structures qui sont conservées. Le résultat de ce lever, hein, de ce lever acoustique, c'est cette très jolie image, hein, donc le Rhône dans la traversée d'Arles, dont on voit les différents niveaux. Alors chaque couleur correspond à une profondeur différente, avec ici les profondeurs les plus importantes dans ce secteur. Alors là, vous avez ici pour vous repérer, hein, le pont au Lion, vous avez ici, hop, le musée, hein. Donc dans tout ce secteur, on est venu faire une bathymétrie, et vous voyez, on a ici une zone un petit peu plus profonde dans le virage d'Arles, et ici un petit peu plus de sédiments qui s'est accumulé, et nous on travaille dans ce secteur-là. C'est une vision qui va nous permettre, quand on va pouvoir la traiter, prendre le temps de la traiter, de repérer un certain nombre d'anomalies
sur le fond, anomalies qu'on n'aurait peut-être pas découvertes en plongée, ou du moins pour lesquelles on aurait mis du temps à les trouver en plongée avec nos propres yeux. Mais là, on va venir se faciliter un petit peu le travail, et l'objectif, c'est cette année et dans les années à venir, de venir vérifier en fait visuellement et au toucher, en fonction de la visibilité, la totalité de ces anomalies, et peut-être, pourquoi pas, déterminer la présence de nouvelles structures, soit construites en berge, soit de nouvelles épaves. Vous voyez ici certaines anomalies qui peut-être sont assez parlantes, en sachant qu'on va trouver au fond du Rhône tout un tas de choses il va falloir venir trier ce qui est archéologique et ce qui est un petit peu plus récent. Oui, tu peux laisser là. Ici, par exemple, effectivement, on voit bien les contours d'une épave, à savoir si elle est métallique ou en bois. Et donc toutes ces données sont encore en cours de traitement par Pierre et Alex pour déterminer un certain nombre d'anomalies. Vous dire aussi qu'il y avait une première bathymétrie qui avait été effectuée il y a une quinzaine d'années dans le Rhône, mais clairement pas avec des capteurs aussi performants qu'aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on a une définition qui est dingue et qui nous permet de lire. Je pense que tout le monde arrive. Alors il y a des choses qui sont plus difficiles à lire comme ça, mais ça c'est vraiment très, très parlant. Et ça, c'est des choses qu'on n'avait encore jamais vues ou repérées. Donc voilà pour un bilan de toutes les opérations qu'on a pu conduire dans le Rhône l'année dernière. Alex l'a dit en introduction, on a la chance au musée d'avoir un service médiation et communication très performant. Et la médiation, donc chaque année, je le dis parce que ce sera encore le cas cette année, on effectue sur la péniche le Rhône, du côté de Trinquetail, des archéotchatchs où le jeudi soir, on rend compte au public de l'avancée de nos travaux. Et à chaque fois, on a des interlocuteurs différents. On fait en sorte que les publics rencontrent un archéologue, une restauratrice, un photographe. Et notamment, on a oublié de parler de notre chef d'opération Hyperbar, qui s'appelle Benoît Poinard et qui est responsable de notre sécurité à terre et sous l'eau et de toute l'organisation logistique du chantier. Vous pouvez nous retrouver aussi sur les réseaux avec pas mal de petites vidéos qui sont réalisées par Sarah, qui permettent de rendre compte de notre travail au quotidien. Et cette année, on a été extrêmement suivis et toute cette communication est pilotée par Corinne Falaski du musée. Qui a organisé donc une conférence de presse le 30 septembre dernier, qui nous a permis d'avoir une belle revue de presse à la suite et a priori qui continue. Et on a été suivi aussi pendant 3 jours par une équipe de web documentaire, web réalisateur, qui s'appelle Passé Sauvage et qui doit sortir au printemps, un web documentaire de 30-40 minutes sur l'opération de 2025 dans le Rhône. Donc pour terminer, la programmation pour 2026. Alors actuellement, en fait, on a un rythme annuel qui est le même chaque année. On a déposé en décembre nos demandes d'opération pour l'année prochaine auprès du service régional de l'archéologie, et on est dans la rédaction des rapports. On est toujours encore en train de digérer toute cette matière. Ce qu'on vous présente ici avec Alex, il y a plein de choses à chaud et des choses qui ne sont pas encore digérées et qu'il va falloir prendre le temps aussi le temps de l'étude et des comparaisons aussi avec d'autres sites, d'autres matériels et des échanges avec d'autres collègues. Mais on prépare aussi déjà la prochaine campagne qui aura lieu entre le 31 août et le 2 octobre cette année, avec la poursuite de la fouille de l'épave Arles-Rhône 7. Donc ça, c'est le temps de fouille. Et la grande différence avec les années suivantes, c'est que grâce à cette bathymétrie que vient de vous présenter Alex, on va essayer c'est pas qu'on va essayer, c'est qu'on a demandé une autorisation de prospection qui court sur l'année pour pouvoir intervenir quand le Rhône est favorable avec de bonnes visibilités. Parce que vous pouvez imaginer qu'une fouille, on ne peut pas la monter comme ça en un claquement de doigts d'une semaine sur l'autre. Ça nécessite de réunir des collègues d'autres institutions qui ont leur programme, de louer du matériel, etc. Donc c'est une grosse organisation. Et donc on doit, dès novembre, on a déjà calé nos dates pour l'année suivante. Et si le Rhône n'est pas favorable, comme en 2024, j'ai envie de dire, c'est tant pis pour nous.
En revanche, les plongées de reconnaissance, avec une équipe légère, on peut intervenir quand les conditions sont bonnes. Et donc là, c'est l'idée. Une fois que notre dossier de demande de prospection aura été accepté, eh bien, dès le mois de mars, dès que les conditions seront bonnes comme actuellement, on pourra aller plonger sur les anomalies qu'on a repérées. Pour l'instant, on a une vingtaine de points qu'on voudrait aller vérifier. Donc ça va être une grosse année du coup de plongée pour nous. Et en parallèle, on continue ce programme de carottage sous l'eau et dans l'eau, notamment grâce à l'Université de Strasbourg qui a décroché une grosse ANR, Agence nationale de la recherche, donc des gros financements pour ces études géomorphologiques et dont on bénéficie. Et on terminera donc avec la traditionnelle photo de l'équipe de fouilles avec nos collègues du CNRS, de l'INRAP, d'Ipso Facto, du Musée national de la marine, du musée et plus des prestataires et des vacataires. Donc on remercie tous et qu'on retrouvera cette année pour la suite. Merci à vous. Donc on est à votre disposition pour toutes les questions que vous voudrez nous poser. Alors, je voudrais savoir comment vous savez que la boue est vierge. Oui, la question, c'est de savoir comment on sait que la couche d'argile qui recouvre la barque est vierge. Parce qu'en fait, en 2023, on a déjà fouillé une partie et du coup, on n'a rien trouvé dedans. Et ce qui nous faisait dire aussi que cette année, enfin en septembre dernier, on ne trouverait rien, c'est que ce type de bateau, c'est pas un bateau de transport, c'est pas un bateau de commerce. Donc on pouvait espérer trouver du petit matériel de bord, c'est-à-dire appartenant aux marins, mais même pas. Ce qu'on a trouvé, c'est vraiment des petits tessons. Mais effectivement, on s'attendait pas à trouver de matériel en fait. Et surtout, cette couche d'argile, on l'a trouvée aussi sur une autre épave d'un chaland qu'on a fouillé en 2014 dans le même secteur. Et c'est pareil, c'est des couches qui sont vierges de matériel. C'est des couches qui se déposent juste après une crue. Et pour nous, c'est hyper intéressant parce que ça vient sceller l'épave et ça vient parfaitement la protéger. Et ça a été le cas aussi avec Arleron 3 qui a été recouverte par une couche d'argile qui a permis de la protéger. Et qui ne bouge pas, qui ne part pas. Non, l'argile, pour le coup, c'est pas un sédiment, on va dire, très volatile. Donc, ça permet d'appuyer. Il faudrait vraiment... Pourtant, il y a eu des grosses crues, notamment, on l'a vu en 2024, mais le bateau, l'épave n'a pas bougé. En revanche, on peut craindre les hélices des grosses péniches qui passent à côté. Les épaves que l'on voit là sur les photos, elles sont à quelle profondeur? Pardon. La très belle photo du fleuve en couleur, est-ce que vous pouvez nous indiquer les profondeurs qui correspondent par exemple à leur boucle, leur verte? Alors, pour les épaves, j'ai pas trop insisté dessus, mais j'avais montré une diapo en introduction. Les épaves, elles sont pas très profondes. En rive droite du fleuve, elles sont entre 4 et 9 mètres de profondeur, pas plus. L'épave la plus profonde qu'on connaisse, elle se trouve en rive gauche du fleuve. C'est l'épave sur laquelle l'équipe de Luclon a travaillé cette année, Arleron 24, et qui est à 15 mètres de profondeur. Et je vais laisser Alex répondre pour les couleurs. Alors même si je ne connais pas par cœur toutes les profondeurs, donc on est, alors le rouge ici c'est le moins profond, hein. On est depuis le bord des berges, donc à 0 quasiment, puisque la bathymétrie commence plutôt à 1 mètre, hein. C'est la hauteur du bateau qui a été utilisée, donc en fait ils ne peuvent pas lever les données au-dessus. Donc on est 1 mètre sur le tout à fait rouge qui est sur le bord, et on est au maximum, ici on est à un peu plus de 15 mètres pour le bleu très très foncé, et on est dans le secteur qui nous concerne nous, ici, que j'entoure, on est jusqu'à des profondeurs maximales qui sont autour de 9-10 mètres quand on se rapproche du centre du fleuve. C'est un endroit dans lequel, vous le voyez, contrairement à là où il y a le virage un petit peu plus au nord, en fait le fleuve est un petit peu plus lent, donc le sédiment se dépose un petit peu plus et surtout on n'a pas ce creusement qu'on retrouve un petit peu en amont, ce qui nous laisse quand même présager de bonnes choses, puisque ça veut dire qu'il y a moins de sédiments qui a été extrait, donc il y a possiblement plus de vestiges qui sont conservés. Est-ce que le Rhône était aussi large il y a 2000 ans? On travaille avec des géomorphologues, donc c'est aussi tout l'enjeu des carottages là qu'on poursuit. Mais les travaux qui ont été faits en lien avec l'épave Arleron 3,
aux alentours des années 2010, avec Claude Vella du CEREJ, montre que au moment du changement d'air, le Rhône est à peu près sensiblement identique. Mais pour autant, on n'a toujours pas la localisation de la berge romaine. Donc c'est ce qu'on cherche à savoir. Mais voilà, on sait qu'on a déjà un Rhône à peu près stabilisé. La grande différence, c'est au niveau des embouchures. Au moment du changement d'air, le Rhône, en fait, au niveau se sépare en 3 embouchures, alors qu'aujourd'hui, on a 2 bras du Rhône. Vous pouvez nous dire un petit mot sur ces nouveaux capteurs que vous avez utilisés, s'il vous plaît, enfin, qui sont à disposition? Alors en fait, capteur, j'imagine, pour les données de la bathymétrie. Alors en fait, c'est du matériel qui évolue en continu. En fait, c'est du matériel qui est utilisé en mer ou en rivière dans le cadre des grands aménagements portuaires ou littoraux, en fait, et qui utilise en fait une technologie acoustique, c'est-à-dire que le capteur, qu'on peut appeler un poisson parce que ça ressemble à un poisson avec ses petites ailes, va envoyer des ondes. Elles se répercutent sur le fond, elles reviennent vers le poisson, et c'est comme ça qu'on arrive à avoir une vision du fond. Il y a différents types de données qui peuvent être collectées comme ça. Il y a la bathymétrie pour laquelle on va utiliser un capteur multifaisceau, donc qui va envoyer plusieurs faisceaux acoustiques et le récupérer. On a ce que tout le monde peut-être a déjà entendu parler, le sonar, qui est le plus souvent monofaisceau et qui aussi fonctionne avec la technologie acoustique. Et là, ce qu'on n'a pas mis en œuvre, parce que ce n'était pas forcément pertinent dans le cadre du Rhône, c'est d'autres types de capteurs qui sont utilisés pour des opérations archéologiques ou non. C'est la magnétométrie, donc c'est-à-dire arriver à avoir le champ magnétique résiduel et donc trouver des éléments en fer, ou du moins des éléments magnétiques. Et vous comprenez pourquoi, au milieu d'une ville qui est habitée depuis des siècles ou des millénaires, ça n'a aucun intérêt, puisqu'en fait, il y aurait trop de choses, et notamment trop de pollution magnétique sur le fond, voitures, carcasses de lave-vaisselle et autres, qui pollueraient complètement notre vision du fond. Et il y a un dernier capteur qu'on utilise beaucoup plus rarement et qui, pour l'archéologie, n'est pas encore totalement maîtrisé. Ce sont des capteurs sismiques qui vont nous permettre d'avoir une vision des différents niveaux de sédiments, mais ce sont des capteurs qui ne sont pas encore assez perfectionnés, entre guillemets, pour une utilisation à des fins archéologiques. C'est du matériel qui est utilisé plutôt par les pétroliers ou pour les câbliers en mer. C'est pour ça qu'on s'est concentré sur la bathymétrie qui nous a paru, dans les conditions de navigation et de sédiment du Rhône, être l'outil idéal, puisque, comme je le disais, ça nous permet, alors pas pour la première fois puisqu'il y a déjà une bathymétrie qui avait été faite, mais là maintenant on a une vue réelle du fond à un moment donné, sans même plonger. Donc ça nous fait gagner quand même un temps incroyable, puisqu'au lieu de prospecter finalement visuellement, alors les plus grosses structures ou vestiges conservés, effectivement, on va les voir grâce à la bathymétrie. Ça n'empêchera pas que les choses les plus petites, comme le mobilier, la céramique qu'on vous a présenté en photo, qui est conservé sur le fond, ça forcément c'est trop petit pour être capté, et donc il faudra quand même aller plonger pour venir affiner tout ça. Mais ça va nous permettre de prioriser en fait certains secteurs, certaines zones ou certains vestiges potentiels. Bonsoir, je voudrais savoir si les pièces du trésor avaient été frappées en Arles ou après, ou avant, ou ailleurs, quoi. On sait qu'on en a certaines qui ont été frappées à Arles, mais pour l'instant, il y a simplement, on va dire, peut-être 30% de ce trésor qui a fait l'objet d'une restauration et d'une identification. Donc il va falloir attendre l'étude qui va être conduite cette année. Je sais pas. Est-ce que vous cherchez donc la trace des berges d'origine romaine du Rhône? Est-ce qu'il y a en parallèle des prélèvements qui sont faits dans les terres Oui, ben c'est ça. C'est tout le programme de carottage. Donc on a montré en 2023 une première carotte profonde à 20 mètres de profondeur qui a été faite. Et cette année, grâce à l'Agence nationale de la recherche qui finance un gros projet avec l'Université de Strasbourg, on va bénéficier en fait de multiplication de carottes en terrestre. C'est un peu inespéré pour nous. Et avec un dépôt là, de demande d'autorisation qui a été faite par notre collègue Nicolas Carayon pour faire toute une série de carottages effectivement dans des terres autour du Grand Rhône, mais aussi autour du Petit Rhône. Je n'avais pas compris où c'était dans le Rhône.
Non, les deux en fait. Et en fait, on couple les deux. Et peut-être qu'on n'a pas bien précisé, mais la carotte qui a été faite à 20 mètres de profondeur, mais à terre, elle va être mise en perspective avec les carottes qui ont été faites dans l'eau, parce que tout a été fait dans le même alignement. Et ça nous permet d'avoir ce qu'on appelle un transect et de comprendre effectivement comment ça fonctionnait. Est-ce que pendant cette campagne de fouilles, vous avez trouvé des indices ou des traces de pillage? Non. Et après, il y a eu effectivement du pillage dans le Rhône. Si vous vous souvenez de l'exposition Trésor du fond des mers qui s'est finie il y a 3 ans, on avait restitué un salon de pilleurs avec de nombreux objets qui provenaient du Rhône et qui étaient issus d'une saisie. Mais comme dirait un de mes collègues, enfin Pierre, qui dit pour aller dans le Rhône, il faut avoir envie d'y aller et puis il faut avoir les moyens d'y aller, donc en termes de matériel. Et donc ça fait déjà, ça restreint, on va dire, le nombre des possibles. Et puis surtout, il se passe quelque chose depuis quelques années qui est assez génial. C'est vous, en fait, les publics, les habitants d'Arles qui sont très sensibilisés, alors qu'ils connaissent les fouilles du Rhône, sensibilisés à leur patrimoine. Eh bien, quand il y a des plongeurs dans l'eau, à chaque fois, au musée, à l'accueil, il y a des appels de gens qui nous disent « il y a des plongeurs, est-ce que c'est normal ?» Oui, c'est l'équipe musée, oui, c'est l'équipe de Luclon, donc tout va bien. Mais du coup, il y a cette attention portée par les habitants. Et oui, j'appuie ce que dit Sabrina, en fait, pour arriver à accéder au fleuve. Alors, par les berges, on peut y accéder physiquement, mais venir y plonger, voir quelque chose, trouver quelque chose, et de manière discrète pour pas se faire attraper ni par vous ni par la police, c'est quand même un petit peu compliqué. Et ajouter à ça les conditions, vous l'avez vu, même nous quand on prévoit nos campagnes, qui sont très très fluctuantes et qui permettent pas vraiment de choisir un moment adapté pour venir faire son petit délit dans son coin. Donc on a un petit peu de chance pour l'instant, parce qu'on n'a jamais connu, touchons du bois, de pillage, en particulier sur les sites là sur lesquels on a travaillé. Oui, et puis on peut parler de pillage dans l'eau, mais on va dire avec les objets qu'on sort de l'eau, on ne laisse aucun objet archéologique dans notre base de vie. Tous les soirs, tous les objets archéologiques sont ramenés au musée ou aux réserves archéologiques. Donc il n'y a jamais rien qui reste sur site. Moi, je voulais vous demander, là, les périodes de fouilles, vous les prévoyez en fonction de la visibilité dans le Rhône ou c'était un hasard? Alors, c'est pas un hasard, non. Ça aurait pu. On essaye de viser une période dans laquelle on a le plus de chances d'avoir de bonnes conditions de plongée. Mais depuis quelques années, le Rhône a des périodes de crue qui sont très fluctuantes. Ça devient très compliqué. On n'en est plus sur un schéma classique. Ça évolue assez vite. Et c'est ce qui nous a piégé d'ailleurs en 2024. C'est-à-dire que c'était une période où normalement on aurait dû avoir de bonnes conditions de plongée et où on ne les a pas eues parce que année un petit peu exceptionnelle avec plusieurs crues qui se sont succédées. Donc effectivement, on vise plutôt des périodes qui sont favorables de ce point de vue-là. Faut aussi prendre en compte qu'on travaille à l'extérieur. Donc les périodes estivales sur les quais du Rhône, il fait très chaud en combinaison, donc c'est un petit peu compliqué pour travailler. Et les périodes hivernales, vous vous en doutez, l'eau est beaucoup plus froide, donc c'est pas forcément l'idéal non plus pour plonger en sécurité et pour être efficace sous l'eau. Et pourquoi il y a autant de vestiges d'épaves dans le Rhône? Est-ce que c'est un problème parce que le Rhône est très étroit à cet endroit-là, ou est-ce que c'est qu'il y a une occupation très dense? Alors, peut-être qu'on aurait dû insister un peu plus en introduction, mais c'est tellement remâché, on va dire, à chaque fois d'expliquer. C'est que Arles, à l'époque romaine, c'est un port extrêmement important. C'est un port on parle de complexe portuaire parce que ça fonctionne avec ses avant-ports maritimes. Il y a énormément de circulation à la remontée comme à la descente. Et en fait, il y a le complexe portuaire d'Arles, on le compare à celui du complexe portuaire de Rome et d'Ostie. Et donc, qui dit circulation des navires, dit forcément épave. Et ce qu'on voit, alors, Arles-Rhône 3, on sait qu'il a coulé possiblement au moment d'une crue. La zone là, avec Arles-Rhône 15 et la zone des Ducs d'Albe, on a pas mal de bateaux abandonnés en fin de vie, en cours de découpe.
Donc voilà, est-ce que c'était une zone d'abandon des bateaux? Donc c'est ce qu'on essaye de savoir, si les bateaux ont fait naufrage au cours d'un épisode violent ou s'ils ont été abandonnés. Mais en fait, c'est pas compliqué. On trouve des bateaux parce qu'on avait un port très actif. Par exemple, à Istanbul, il y a le port de Théodose qui a été trouvé il y a une quinzaine d'années, donc les bateaux à terre. Et là, il se passe une trentaine, quarantaine de bateaux qui ont été découverts. Donc voilà, c'est simplement lié à l'activité. Merci. Et puis après, évidemment, grâce aux bonnes conditions du Rhône aussi, c'est ce qu'on parlait de l'argile tout à l'heure, une fois que le bateau est enfoui sous l'eau, les sédiments argileux, ça préserve extrêmement bien les vestiges organiques, bien mieux qu'en mer. Et on a une idée de l'emplacement du chantier naval antique? Non. On a une maquette au sein du musée qui restitue la ville d'Arles au IVe siècle, sur laquelle on a des chantiers navals qui sont représentés, mais à vrai dire, on n'a aucune idée de là où il se trouvait. Et en fait, au niveau archéologique, la complexité des chantiers navals, c'est qu'ils laissent aucun vestige. Généralement, il peut y avoir un préau, mais pas grand-chose, à moins de retrouver des outils. Donc forcément, à l'extérieur de la ville, ça ne peut pas être à l'intérieur de la ville, ça ne peut pas être au niveau du port avec les entrepôts. Donc soit en amont de la ville, c'est là où c'est restitué sur la maquette, mais en aval, et on peut se poser la question effectivement de la zone d'abandon ou de ces navires. Est-ce qu'il n'y avait pas un chantier naval qui fonctionnait en parallèle, pas seulement pour les constructions, mais aussi pour les récupérations? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces chantiers navals, on les connaît par les sources écrites, notamment par César. César parle des chantiers navals dans son livre La guerre civile, qu'il l'oppose à Pompée, au milieu du 1er siècle. Je vous raconte, parce que c'est aussi à l'origine de la fondation de la colonie romaine d'Arles. Quand il fait le siège, il veut faire le siège de Marseille contre Pompée, il va commander au chantier naval d'Arles des galères. Et il dit dans son livre qu'à partir du moment où il a commandé ces galères, les chantiers navals d'Arles, en un mois, vont lui livrer 12 galères. Donc peut-être qu'il exagère, mais en tout cas, ça veut dire qu'on a des chantiers navals très dynamiques qui sont en capacité de répondre très rapidement à une commande. Donc il faut imaginer effectivement des arsenaux. Ce n'est pas des petits chantiers navals artisanaux, familiaux, il faut imaginer des arsenaux. Et du coup, donc le siège de Marseille va être fait, César va gagner, vous connaissez la suite, et en remerciement notamment à la ville d'Arles, il va fonder la colonie romaine d'Arles. Les recherches ont déjà été faites en amont du virage. En amont du virage, non. Après, il faut aller chercher, il faut arriver à Orange pour voir d'autres travaux en milieu subaquatique dans le Rhône, et puis après à Vienne. Oui. Est-ce que sous ces épaves, vous êtes arrivé au fond du Rhône, ou est-ce que dessous on peut trouver encore d'autres épaves? Alors Arles-Rhône 3, puisque vous savez qu'on l'a relevé, on a pu voir dessous, mais en même temps on n'a pas pu tout explorer, parce que dessous, notamment, il y avait encore du mobilier, et notamment vous pouvez voir dans les vitrines du musée sur les provenances d'Ibérie, je crois, des gobelets en parois fines qui ont été trouvés sur le côté et plutôt en dessous de l'épave, empilés, absolument intacts, qui montrent qu'en fait, ils n'ont pas été jetés. Il y a dû avoir une mauvaise manœuvre au moment d'un chargement ou d'un déchargement. Et David imagine, en fait, il aimerait bien y retourner, il imagine qu'on a peut-être un bateau sous l'épave Arles-Rhône 3, qu'on n'a pas eu le temps d'aller voir ou d'exploiter. Et l'épave Arles-Rhône 7, sur laquelle on travaille, on a montré à un moment donné un plan, un croquis réalisé par les équipes de Luc Long il y a une dizaine d'années, et qui montre que cette épave Arles-Rhône 7 est superposée à une autre, la numéro 8, donc qui est du coup un peu plus ancienne. Dans le petit Rhône, on peut envisager des vestiges aussi, parce que Alors on peut envisager des vestiges partout. La difficulté, c'est d'arriver à les atteindre. On a déjà sur le secteur de la traversée d'Arles beaucoup de choses à voir, beaucoup de données à collecter, beaucoup de choses à faire. Donc on ne va pas se concentrer sur le petit Rhône de suite, mais pourquoi pas, hein. Ça peut être un secteur dans lequel des vestiges sont conservés. Voilà. Donc il faut peut-être compter, alors j'allais pas dire sur la plongée loisir, parce que dans le petit Rhône il n'y en a pas vraiment, mais sur des découvertes fortuites, ou sur l'archéologie préventive à l'occasion de travaux éventuels qui pourraient mettre en lumière différents vestiges.
L'activité marine se passait plutôt sur la rive droite, plutôt sur la rive gauche, ou différemment? Alors, la réponse, en fait, elle nous est donnée par les vestiges archéologiques, parce que la plupart des vestiges archéologiques qu'on trouve, c'est en rive droite. Et en fait, ça paraît effectivement évident parce que on a un port très dynamique. Il faut imaginer des entrepôts pour accueillir les chargements qui arrivent ou avant que ce soit rechargé. Il faut imaginer des bâtiments administratifs, une douane, puisque Arles est aussi un port douanier qui prélève sur chaque bateau qui passe ce qu'on appelle le 25e des Gaules, l'équivalent de 1/25e de la cargaison. D'ailleurs, c'est le port d'Arles qui va faire la richesse de la ville d'Arles grâce à ce trafic commercial. Il faut imaginer une activité absolument foisonnante. Et en rive gauche, où on se trouve, on est plutôt dans le centre de la vie politique, le forum et plus les monuments de jeu. Donc il n'y a pas vraiment de place pour le port. Quand on a fait les piliers du pont de l'autoroute, est-ce qu'on a découvert des choses? Je pense qu'il y avait plein de choses à découvrir, parce que l'épave Arles-Rhône 3, elle n'est pas très loin, sauf qu'il n'y a rien n'a été fait à cette période. Je pense qu'on doit être dans les années 70 et on était encore dans la période de l'archéologie de sauvetage avant l'archéologie préventive et il n'y avait pas d'archéologie subaquatique dans le Rhône à ce moment-là. Une question personnelle. Est-ce que vous n'auriez pas retrouvé un trousseau de clés comme j'ai fait tomber le mien dans le Rhône? Bah si, en fait, on en a trouvé. Mais alors dans un état qui... Enfin, j'espère que vous y comptiez pas dessus, quoi. On n'a pas trop parlé de ce qu'on trouvait effectivement poubelle du Rhône, trousseau de clés, mais ouais, téléphone, et dans la zone des ducs d'Albe, beaucoup d'armes, en fait. Ouais, ouais, armes blanches. En fait, ce qui est assez marrant, en archéologie, on dit souvent on trouve ce qu'on cherche. Et il y a 3 ans, on est en lien avec la gendarmerie nationale et les plongeurs de la gendarmerie. On leur a fait visiter le site Arles-Rhône 15 et après ils sont allés grenouiller autour. Ils sont sortis, ils avaient vu aucun mobilier archéologique. Par contre, ils sont sortis avec un coup de poing américain, plusieurs couteaux et que nous on n'avait jamais vu en fait. Donc en fait, eux ont trouvé ce qu'ils ont l'habitude de voir et nous voilà. Et du coup cette année, dans la mesure où on était sensibilisés à ça, mais cette année, nous, les archéologues, on a trouvé quelques couteaux aussi dans la zone. C'est vraiment une zone de rejet. Voilà. Merci pour votre invitation. Merci à vous. Donc,